Heinrich Himmler. En 1929, Hitler le nomme Reichsführer SS, chef suprême des SS. Les SS, sections de protection, sont une petite mais déjà puissante troupe de protection de Hitler. Avec le succès du Parti national-socialiste, les SS prennent de l'importance. Après l'accession au pouvoir, la section de protection du Führer devient la section de protection du régime nazi. Les SS ne garantissent plus seulement la sécurité du Führer. Himmler veut faire des SS l'élite des guerriers de l'idéologie nazie, une élite entièrement dévouée à Hitler. Cela ne peut que plaire au Führer, qui place bientôt l'ensemble de la police sous les ordres de son fidèle Heinrich. En mars 1933, on construit dans les environs de Munich le premier camp de concentration officiel du régime, Dachau. Ce camp modèle deviendra une école de la terreur pour tous les camps de concentration qui lui succéderont. À Dachau, les SS concentrent dans un premier temps ceux qui sont considérés comme des opposants. Les prisons traditionnelles sont trop petites pour cela. Les deux hommes qui jouent un rôle déterminant dans la mise au point du concept et mettent en avant l'utilité de Dachau sont Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich, deux proches de Hitler. Été 1933. L'ensemble des camps d'Allemagne compte plus de 26 000 prisonniers, dont plusieurs milliers à Dachau. Les suspects sont placés en garde à vue, sans décision judiciaire. Aucun ne sait s'il quittera le camp un jour. Les nazis parlent de Schutzhaft, littéralement détention de protection. La Gestapo redouble d'efforts dans sa lutte contre les opposants. Dans tout le Reich, les hommes de la Gestapo traquent les derniers activistes de la gauche clandestine. C'est le cas notamment à Francfort. Depuis des mois, la Gestapo est sur la piste d'un groupe de résistants. Johann Schwert, aujourd'hui âgé de 98 ans, est alors membre du Parti communiste allemand, le KPD, et milite activement. Il imprime et distribue des tracts et récolte de l'argent pour la guerre en Espagne. Je rentrais chez moi, j'allais fermer la porte de mon appartement quand deux hommes armés se sont présentés à moi. Je ne savais pas ce qu'ils me voulaient. Ils m'ont conduit directement de chez moi à la prison de la police. Ils en savaient déjà beaucoup sur moi, car ils avaient interrogé des gens. Mon nom leur était connu. Je suis entré, ils m'ont posé des questions, mais j'ai refusé de répondre. De toute façon, ils savaient déjà tout. Vous voulez que je continue? C'est là que j'ai reçu les premiers coups au visage, parce que je leur avais dit qu'ils savaient déjà tout. J'ai été roué de coups dès les premières heures. C'était terrible. C'est une chose terrible de ne pas savoir quand vous sortirez de cellule, ce qui vous attend, ce qu'on va encore vous faire, les jours et les nuits. Je suis resté 1 an chez ces gens, 1 an. Johann Schwert connaîtra 14 prisons et pénitenciers.
Il subira 5 ans d'isolement, sans aucun contact avec le monde extérieur. Il sera interrogé sans relâche par la Gestapo. Il ne sera libéré qu'après la fin de la guerre, en 1945. Dans les films de propagande, la police régulière cherche à gagner la confiance de la population. Elle se montre proche d'elle, en bonne gardienne de la communauté du peuple. On prête toujours une oreille attentive au peuple. C'est qu'il a souvent des choses nouvelles et intéressantes à raconter. Nombreux sont les membres de la communauté du peuple à médire de leurs voisins. Avec l'installation du régime dans la durée, la disposition à la délation s'amplifie. Celle-ci sert en première ligne les règlements de compte personnels. Les mobiles sont avant tout la jalousie et l'envie, ainsi que la rivalité commerciale et professionnelle. Un flot de dénonciations submerge ainsi les commissariats, qui finissent par parvenir à la Gestapo. On était dénoncé par le concierge, par le voisin ou par je ne sais qui encore. Par les collègues de son travail. On était dénoncé tout simplement. Il n'avait peut-être pas de motif idéologique, il n'était peut-être pas nazi, mais il le faisait, parce qu'ils avaient peur. On racontait que la Gestapo surveillait les gens et faisait en sorte qu'aucune remarque négative ne soit émise sur le régime. On savait que les dénonciations étaient courantes, même parmi la population civile. Ces gens informaient la Gestapo, la police secrète d'État. C'était une organisation qui nous terrifiait. Quand on racontait dans la rue une blague politique, on jetait d'abord un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite. Qui est derrière moi? Qui peut m'entendre? Qui peut me dénoncer? C'était plutôt triste. C'était le regard allemand. Depuis l'été 1936, le Reichsführer SS Heinrich Himmler est également le chef de l'ensemble de la police allemande. Les SS et la police tendent à ne faire plus qu'un. Les SS et la police tiennent le Reich d'une poigne de fer, ainsi que le veut le régime. Fin 42. La guerre d'extermination de Hitler se trouve embourbée dans l'hiver glacial de Stalingrad. Le vent tourne. La Wehrmacht bat en retraite sur tous les fronts. Dans le Reich, pour la première fois, des villes sont victimes des bombardements alliés. La victoire n'est plus une chose acquise. À l'arrière, on mobilise toutes les forces. Goebbels a proclamé la guerre totale. La Gestapo a une nouvelle mission, l'arrière doit tenir, coûte que coûte. Il convient de faire taire les déviationnistes, les critiques et les opposants au régime nazi. Contre la folie de la guerre s'élève à présent une opposition sporadique. C'est le cas à Munich. Dans un tract, des membres du mouvement Weiße Rose, la rose blanche, parmi lesquels Sophie et Hans Scholl, critiquent violemment la guerre d'extermination menée à l'Est et la mort absurde des jeunes soldats allemands à Stalingrad. Ce tract s'adressait tout particulièrement aux jeunes gens et commentait la défaite de Stalingrad, où avaient combattu environ 300 000 soldats allemands envoyés à la boucherie par notre Führer d'une manière totalement irresponsable.
Le peuple allemand vous regarde. En d'autres temps, nous avions dû nous soulever contre la domination napoléonienne. À présent, nous devions le faire contre ce régime. La Rose Blanche est découverte. Ses membres sont arrêtés par la Gestapo. Sophie et Hans Scholl sont exécutés le 22 février 1943. La Gestapo a mené à bien toute l'opération. Dans l'Allemagne nazie, la jeunesse swing est un mouvement qui aspire avant tout à la liberté personnelle. Pour les jeunes ayant grandi avec la propagande nazie et dans la rigueur militaire, le swing incarne l'insouciance et l'ouverture au monde. On reproche à cette jeunesse de tirer dans le dos des soldats du front, de les trahir. La Gestapo en fait son affaire. C'était écrit dans les procès-verbaux. Ce que fait cette jeunesse est subversif. Tout mouvement autre que les jeunesses hitlériennes est subversif. Il mine le moral des soldats et met en danger la sécurité de l'État. Et ainsi de suite. À Francfort, la Gestapo intervient. La poignée de jeunes gens férus de jazz est considérée comme dangereuse. Un jour, ils sont venus nous arrêter. Ils nous attendaient devant chez nous. Il y avait deux hommes qui portaient des chapeaux et des manteaux longs. Ils étaient en voiture. Ils nous ont invités à les accompagner au commissariat. Là, ils ont dressé un procès verbal, enfin quelque chose dans le genre. Et puis j'ai été jeté en prison. J'ai atterri directement à l'isolement. Mes parents ignoraient totalement où j'étais. Personne ne savait où j'étais. La Gestapo avait le droit de faire ce genre de choses. J'ai passé la nuit à la Gestapo, dans la cave, puis j'ai été transféré à la Hammelsgasse, où je suis resté 20 jours avant d'être relâché. Il n'y a eu ni procédure judiciaire, ni action en justice officielle, ni quoi que ce soit. J'ai été incarcéré de manière totalement arbitraire.